BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Bonjour Olivier Truong. Bonjour Alexandre. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors c'est vrai que ça a été, c'est pas vieux la bienveillance au travail, ce thème-là. Il est développé en gros depuis la rentrée. Et puis il y a un acteur. Souvent les artistes sont porteurs de bonnes idées et tirent vers l'avant les choses. Qui parle de bienveillance, qui a même fait un film là-dessus. Alors la bienveillance au travail. D'abord, je vais vous présenter. D'abord, qui êtes-vous ? Alors, je vous laisse vous présenter. D'accord. Donc je m'appelle Olivier Truong, je travaille dans une grande entreprise de services où je développe des programmes de transformation managériale. Et en parallèle, j'enseigne, je recherche, j'écris sur la conduite du changement dans les organisations et les innovations managériales. Alors vous avez un CV très généreux, l'ESCP Europe, un master HEC, c'est ça ? C'est ça. Une CEAD ? Oui, tout à fait. Docteur en gestion de Paris, vous enseignez où ? J'enseigne à l'ESCP Europe, la sociologie des organisations. Et vous ne voulez pas citer l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est normal. Là, vous venez à titre personnel. Je viens à titre personnel. Voilà. Alors, vous avez fait ce livre avec votre camarade Paul-Marie Chavannes, qui lui a fait Centrale Paris. Oui. L'ENA, inspecteur des finances, il n'est pas là aujourd'hui, il est au boulot. Exactement. Même le je week-end. crois qu'il est au COMEX de sa boîte à l'heure actuelle. Alors, il est PDG d'une société de logiciels internationale. Il a travaillé au ministère des Finances, il sait de quoi il parle. Et tous les deux, vous savez de quoi vous parlez. Alors, l'idée de base, c'est d'essayer de proposer un parcours dans cette idée de la bienveillance. Vous dites, les choses vont changer, elles doivent changer dans l'entreprise pour permettre que cette catégorie des dictateurs, des pervers, des caractériels, des lunatiques, bref, vous dressez des portraits de leaders tyranniques. Oui. On peut dire ça sans citer de nom. Et vous formulez des conseils pour permettre à l'individu de lui permettre de se réaliser pleinement. Oui. Donc, est-ce que vous pensez véritablement qu'une page vient de se tourner, que ces dictateurs de l'entreprise sont en voie de disparition ? Alors, je dirais pas que c'est en voie de disparition, mais je crois qu'on arrive dans un monde où il y a une forte aspiration pour de la bienveillance. Vous voyez, ce qui se passe au niveau du monde des affaires, avec cette révolution que l'on connaît, les objets connectés, l'intelligence artificielle, on arrive vraiment à un basculement du monde qu'on n'a pas connu depuis la Renaissance. Et en parlant de ça, vous avez des nouvelles générations qui arrivent sur le monde du travail et qui ont grandi dans l'univers Internet et qui ont eu l'habitude de donner leur opinion sur un peu tout, de noter, d'avoir droit à la parole. Et cette nouvelle génération attend quelque chose de différent du monde du travail. Ils veulent pouvoir prendre le pouvoir, entre guillemets, dès à présent. Ils veulent attendre de leur chef quelqu'un qui les fait grandir, quelqu'un qui leur permet de se réaliser. Et donc, s'ils ont le choix entre un chef qui est pas très bienveillant, qui ne les incite pas à grandir, qui les rabaisse, qui les micromanage, et puis quelqu'un qui leur permet d'expérimenter, de se réaliser, d'apprendre des choses. Si le monde, leurs compétences leur permettent de rapidement changer de travail, immédiatement ils iront vers quelqu'un qui leur permette de se réaliser. Alors vous dites au cours d'une carrière, personne n'est à l'abri d'un tyran, d'un pervers, etc. Malheureusement, ça peut arriver, mais les leaders tyranniques existent, malheureusement, tantôt pervers, tantôt caractériels, lunatiques. À l'inverse, on peut penser que certaines organisations, elles sont de plus en plus nombreuses, souhaitent aller vers la bienveillance. On est sur une vague, on peut dire ça, en termes de management. Oui, je crois que c'est vraiment une aspiration extrêmement profonde. Le command and control ne fonctionne plus. On est vers une tentative d'aller vers une organisation qui ne soit plus pathogène ou anxiogène. Vous savez, on essaye de dresser dans notre livre toutes ces organisations qui favorisent l'émergence de ces comportements toxiques. Alors, faut pas tomber, dites-vous, dans votre livre. Je rappelle que c'est chez Erol, votre livre, La bienveillance en entreprise, utopie ou réalité. Il faut pas tomber dans un excès de guimauve, précisez-vous. Non. Absolument pas. C'est toute la difficulté du concept quelquefois, c'est qu'on a tendance à dire finalement la bienveillance, est-ce que c'est un peu de la gentillesse à l'intention de l'autre. À l'intention de l'autre. La gentillesse, c'est vouloir tenter de faire plaisir aux autres en répondant à leurs besoins, à leurs désirs. La bienveillance, c'est autre chose. La bienveillance, c'est comment vouloir du bien à la personne. Et vouloir du bien à la personne, c'est quelquefois être assez ferme. Je vous donne un exemple très concret. Moi, j'ai des enfants. Être bienveillant avec mes enfants, ça ne veut pas dire les laisser regarder la télé toute la journée.
Être bienveillant avec eux, c'est montrer de la fermeté et puis essayer de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais on ne peut pas comparer des enfants avec des salariés. C'est sûr. Pardon pour l'exemple. Non, mais exactement. Mais la philosophie qui guide notre propos, c'est de dire, finalement, croire que la bienveillance, c'est de la gentillesse, c'est se tromper. Oui, c'est ça. C'est là où il y a erreur. Voilà, c'est là où il y a erreur. La bienveillance, c'est une extrême fermeté et c'est se préoccuper. Et avoir ce Vous dites que défaut... c'est une forme de volonté permanente que chacun puisse se réaliser. Exactement. C'est d'aller lui permettre vraiment de créer les conditions en termes de soutien, d'écoute pour qu'il puisse se réaliser. Mais ça suppose aussi une forme d'intransigeance, une forme de fermeté, une forme de préoccupation permanente. Finalement, être trop gentil, ce serait laisser part à une forme de laxisme qui n'est pas du tout notre propos. Vous dites équipe heureuse, équipe productive, rien ne prouve que la bienveillance soit antinomique de la performance. Parce que souvent, on se dit, certains pensent qu'en étant tyrannique, en étant agressif, eh bien, c'est une façon d'améliorer la performance. Oui, parce qu'en fait, systématiquement, on pose la question, mais est-ce qu'il y a un lien entre la performance et la bienveillance ? Or, vous savez que la performance est tellement multifactorielle qu'il serait complètement impossible de dire, si on est bienveillant, ça crée de la performance. Ce serait un modèle trop simple. Et les sciences sociales sont incapables de le montrer. Et puis il y a tellement de contre-exemples de leaders qui sont un peu brutaux, un peu tyranniques, un peu excessifs et qui ont créé des empires, qu'à chaque fois on m'objecte, donc on peut pas être vraiment bienveillant. Mais rien ne prouve, à contrario, que Exactement, la bienveillance est antinomique avec la performance. Mais vous citez une étude de l'université anglaise de Warwick qui révèle que la productivité d'une équipe heureuse augmente de 12%. Oui. Ça, c'est le côté positif. C'est le côté positif. C'est-à-dire sur un facteur très limité qui n'est pas lié forcément à la performance globale d'une entreprise, on arrive à montrer que des salariés, si on fait attention à eux, si on s'en occupe bien, sur une mesure très simple de productivité, on montre que la productivité augmente. Il y a d'autres études qui montrent que sur un nombre de critères limités, la bienveillance, le fait de se sentir bien dans son entreprise, améliore l'innovation. Alors c'est à la fois se sentir connecté émotionnellement, dites-vous, avec l'entreprise, avoir l'opportunité de faire de son mieux au travail, c'est ça, et tous les jours. Et là, si on se sent respecté, responsabilisé, on en est là, quoi. C'est ça la bienveillance. Côté salarié, si on se sent respecté, responsabilisé et développé, finalement les performances sont là. Ça, c'est votre certitude. Ah ben absolument, absolument. En fait, nous ce qu'on propose, c'est de développer la bienveillance au travers de 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est est-ce que, en tant que salarié, on peut expérimenter une forme de subsidiarité, c'est-à-dire une capacité à exercer son jugement. Est-ce qu'on est autonome sur notre sphère de responsabilité? Est-ce que nos tâches nous apportent un périmètre suffisamment large pour qu'on ait vraiment la capacité à décider? Premier pilier. Ce qu'on appelle la subsidiarité, la responsabilité, la clarté des territoires. Deuxième principe sur lequel on accentue, c'est est-ce que dans un groupe, même si je suis responsable de mon travail, si je me sens empoweré, entre guillemets, quand je viens au travail, avec mes collègues de bureau, ça se passe bien. Est-ce qu'on a établi ces règles de vie qui nous permettent de mettre en vérité les choses sur la table, de façon à ce qu'il n'y ait pas de non-dit qui aurait pu se cristalliser dans le temps et faire que les relations soient pas forcément agréables. Et troisième pilier, c'est le manager. Le manager, c'est vraiment la tête de gondole, entre guillemets, de cette bienveillance d'entreprise. Mais moi, j'ai connu une époque où on parlait de patron, on parlait pas de bienveillance. On disait, il est paternaliste. Il est, vous voyez ce que je veux dire? Il est paternaliste. Pour lui, ses collaborateurs, c'est sa famille. Les gens sont bien traités. Ce mot-là a disparu. Oui. Est-ce que c'est pas l'équivalence du... Alors, j'irai pas jusqu'à paternalisme parce que... de management, où le patron considère que l'entreprise, c'est sa tribu, les collaborateurs sont ses... Alors, il y a des types... Alors, c'est vrai qu'il y a des types de management qui sont assez paternalistes, qu'on retrouve souvent dans les entreprises familiales. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on essaye de dire sur un manager bienveillant, c'est qu'il doit être en soutien, il doit être en respect, en non-catégorisation des gens sur ce qu'ils pourraient faire de mal, et entre guillemets, et donc les enfermer dans un stéréotype, c'est toujours essayer de voir le mieux chez l'autre. Alors on a compris qu'avec ce livre, Olivier Truong et votre camarade Paul-Marie Chavannes, vous avez choisi, vous dites, c'est sous forme d'interrogation, utopie ou réalité, vous vous dites,
c'est pas une utopie, c'est une Alors, réalité. Et il faut tendre vers. Il faut tendre vers. C'est une utopie si on croit qu'une entreprise sera de 250 000 personnes, sera bienveillante du sommet jusqu'au dernier employé. C'est impossible de croire que c'est une utopie de croire. Il ne faut pas croire au Père Noël, si vous me permettez. Alors là, on peut la caser, on y est, mais c'est un peu ça l'idée. Mais oui, mais on pense que c'est tout à fait possible, une réalité, si un patron d'équipe s'empare des certains principes qu'on évoque. Oui, parce que vous donnez beaucoup de conseils, beaucoup de principes, c'est ça l'objet du livre. Hein. Voilà, il y a vraiment bien sûr, c'est ça la matière. Un mode d'emploi, entre guillemets, qui n'est pas systématique, hein, c'est pas un mode prescriptif, il faut l'appliquer de A à Z, mais on donne un certain nombre de pistes pour pouvoir y réfléchir. Merci à vous, vous restez le témoin de l'invité et vous allez pouvoir intervenir autant de fois que vous voulez. Faites-nous rêver. On a le droit de rêver et on peut tendre vers. C'est pas simplement un rêve. Hein. Oui, je pense que je dis. Utopie ou réalité, il faut tendre vers. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous restez avec nous et je suis ravi de vous présenter un autre invité qui est avec nous également dans cette première partie. Alors là, c'est justement, ça tombe bien, ils ont étudié les tendances à venir dans les 18-24 mois du travail. Alors on va savoir s'il y a bienveillance, si la bienveillance est inscrite. Voilà, c'est le décryptage RH. Tout de suite.